à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 International. Nous continuons avec la méditation, solution à nos problèmes. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir Georgette Mbomé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, ainsi que ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors, nous allons parler ce soir dans une chronique articulée en deux volets. Le premier volet, ça sera la mystique de l'échec et le doute. C'est-à-dire, il faut dire pourquoi on échoue souvent. Voilà. Et puis, la deuxième chronique, nous allons parler de la force vitale force vitale et bien-être face à la méditation. Voilà. Donc, vous l'avez compris, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 33. La mystique de l'échec et le doute. La peur, le doute et l'échec sont trois mots dramatiques qui souvent font chemin ensemble et installent un lit chez certains d'entre nous. Et parce que le doute crée la peur à cause de l'incertitude qu'il génère, il n'est que normal qu'il soit également l'auteur des échecs. Les personnes qui en sont concernées pour avoir reçu son lit en elles, du coup, leur morphologie laisse transparaître un effet sensiblement pitoyable. N'oublions pas que c'est la peur qui est la mère du doute. Quand on est de tout temps habité par une grande peur, par exemple, on ne peut rien réussir dans la vie. Le doute est donc un phénomène qui émet une sorte de négation, qui fait effet miroir au culte dont la psychologie de la personne qui en est victime s'immisce jusqu'à sa descente en enfer. Une certaine amertume caractérielle sera constatée, si bien que même dans la boule de cristal, on peut lire le poids de la pesanteur de ces vibrations électromagnétiques négatives et traits de son visage. L'effet du doute se veut très manifeste parce que ces vibrations provoquent une situation qui sera finalement générée par la loi de supplice, la souffrance. Toutefois, il faut reconnaître que le doute n'est point permis lorsqu'il faut avancer ou faire avancer quoi que ce soit. En métaphysique, les choses sont différentes par rapport à la méthodologie philosophique critique fondée sur le rejet de tout ce qui n'a jamais été tenu pour vrai, qui pourtant fonde le libre arbitre. On y note une seule affirmation de résister à la machinerie du doute. Je pense, j'existe. Le fait de douter de soi est encore très grave lorsqu'on peut évoluer spirituellement et parvenir à sa divinisation. Cela provoque une situation de l'auto-victimisation punissable par la loi du supplice. On pourra finalement lire sur le corps de cette personne les manifestations négatives dues aux vibrations de cette loi. On ira jusqu'à constater même les reflets navrants dans son allure et surtout sur les traits de son visage. Notons que, pour évoluer matériellement et spirituellement, nous devons être conséquents, c'est-à-dire faire avancer les choses pour réussir notre développement intérieur et spirituel tout d'abord. Nous devons nous mettre dans la logique de la volonté consciente, une sorte d'observance positive de la loi du tout ou rien avant d'envisager tout développement physique et métaphysique. Naturellement, il s'agit de refuser d'accepter l'échec, non pour le rejet, mais dans le sens de l'embrasser pour mieux le consommer, sans chercher à l'étouffer. Sinon, savoir l'accueillir afin d'en tirer les leçons. De telles leçons permettront de comprendre que l'échec n'est qu'une épreuve et qu'elle est sensiblement le seul instrument qui permet de nous confronter aux réalités de nos désirs profonds. C'est ce qui facilite l'impérative possibilité de busquer toute forme de créativité. En d'autres termes, au-delà du doute de soi, outre cette autodestruction, il y a le fait de douter de tout.
un véritable vice qui explique que la personne qui a un tel comportement souffre d'une malformation intellectuelle, du formatage ou plus précisément de la défectuosité du cerveau. Résultat, métaphysiquement, le doute doit aller dans le sens de la renaissance sous le prisme de toutes sortes de décryptages en vue de s'outiller de tous les instruments occultes et classiques qui versent dans la connaissance. Ce n'est qu'en adoptant une telle posture intelligente que le pourquoi, le comment des choses nous propulsera. Ceci étant une bonne manière de chercher à comprendre son être intérieur pour maîtriser l'extérieur de soi. La mystique de l'échec et le doute. Professeur Emmanuel Lipote, pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, on ne peut pas réussir à faire une bonne méditation dans la vie, même la prière. Pour ceux qui y croient, il ne faut pas exclure que le monde est diversifié. Oui. Et dans la diversification, il faut croire à tout ce que les gens font. Parce que c'est ça. C'est sur cette base qu'est fondée leur vie. Alors, donc, on peut dire ceci. On ne peut pas réussir en méditation si on doute. On est dans le doute. Nous allons essayer d'expliquer de fond en comble le doute par rapport à ce que la chronique dit. Oui. Mais disons d'abord que nous avons commencé la première phrase de la chronique en parlant de la peur. Le doute vient en second et l'échec vient en troisième position. Alors, ça veut dire que nous doutons de nous-mêmes et nous ne pouvons donc pas compter sur nous. Toutefois, nous doutons de nous. C'est-à-dire, si on doute, si on ne croit pas qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Oui. Si un noir pense que d'autres couleurs de peau doivent le supplanter parce que lui, il n'est rien. Donc, il restait dans le registre esclavagiste et colonialiste ou néocolonialiste qui veut que le meilleur est ailleurs. C'est les autres qui sont bien. Ouais. Lui, il n'est rien. Oui. Alors, maintenant, quand tu n'es rien, tu ne l'es pas pour engueuler les gens au quartier. Pour engueuler les gens au quartier ou en famille, tu colles la main sur la poitrine, tu dis ceci, tu dis cela. Mais si par mégarde, tu es devant une personne d'une couleur blanche, par exemple, alors tu courbes la tête, tu n'es plus le monsieur qui croyait en lui, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu doutes de qui tu es. Alors c'est à partir de là que l'échec commence. Parce que le doute crée l'échec. Oui. Voilà. Le doute crée l'échec. Ouais. Mais professeur Emmanuel Lipote, est-ce qu'on peut vivre sans le doute? Comment faire face au doute? Alors, disons, d'abord, ce qui fait douter, c'est la peur. Oui. Par exemple, je donne un exemple banal. Vous êtes chauffeur d'une voiture, mais vous n'avez jamais été dans la brousse. Vous conduisez que sur du goudron. Oui. Voilà, les routes bitumées, d'un jar, vous êtes à l'aise. Mais lorsque vous conduisez déjà en brousse, c'est-à-dire vous allez dans les périphériques de la ville, à plus de 100 km et tout, et qu'il y ait ces collines, avec des crevasses et tout, on commence à se poser la question, comment les gens arrivent à circuler sur cette route? Alors, on a beau être bon chauffeur, comment? J'entends par bon chauffeur, déjà, le fait d'avoir peut-être conduit plusieurs voitures, sans jamais faire d'accident, sans jamais causer d'accident, parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait d'accident, mais qui ont fait causer des accidents énormément. Donc, dans ton actif, tu n'as aucun problème avec la voiture. La voiture, c'est ton ami. Alors, vous cheminez ensemble, tout le temps, mais voilà que vous vous retrouvez sur une piste avec des ravins et ceci, cela, et deux fois, il faut rencontrer d'autres voitures.
La piste est étroite. Et des tournants inimaginables. De la broussaille ici et là. Alors, pour finir, le doute va s'installer. Parce que, en fait, vous êtes devant une situation qui est plus qu'une preuve. Ça dépasse même l'entendement. C'est que c'est jamais vu pour vous. Alors, vous perdez tous les sens de bon chauffeur ou alors de chauffeur sûr de lui pour devenir un chauffeur qui a envie de quelqu'un pour continuer à conduire la voiture. Ou alors, on a envie d'égarer la voiture quelque part et continuer à pied. Parce que c'est impraticable. Pendant ces temps, on voit des voitures moins bonnes, beaucoup plus basses, qui montent, qui descendent. Oui. Au grand étonnement, à votre grand étonnement, en disant, mais attends, ceux-là, ils sont des extraterrestres, comment? Alors, donc, la peur qui vous habite, c'est cette peur-là qui sème en vous le doute et qui fait en sorte que vous perdez votre sens de conduite et vous préférez aller à pied que de continuer à... Et vous êtes même dans cette posture-là, vraiment pas très porté à être pris dans une autre voiture pour continuer. Malgré que les gens y sont et que c'est un peu rassurant, vous perdez complètement confiance en vous et confiance à continuer à faire ces voyages. Pourtant, ces voyages, vous ne le faites pas pour rien. Donc, la peur est quelque chose qu'il faut soumettre à l'épreuve. C'est-à-dire que tu dois mettre ta peur à l'épreuve. Voilà. D'accord. Et parlons des échecs. Comment faire face pour supporter la vie jour après jour? Les faux-semblants, les hypocrisies sociales, les tâches monotones. Comment peut-on se remettre de ces malheurs, professeur Emmanuel Lipold? Alors, l'échec, c'est derrière, parce que, en fait, le doute crée la peur. Voilà l'inverse. D'accord. Et le doute génère également l'échec. C'est le doute qui est l'auteur de l'échec. Parce que si vous ne doutez pas de vous, si on vous donne une baguette comme celle que je tiens en main là, on vous dit, avec ça, même si l'avion crache, vous ne mourrez pas. Alors, les voyages en avion qui étaient un problème pour vous, cessent d'être un problème parce que vous fondez votre espoir sur cette baguette. De même, si vous avez une prière que vous récitez à chaque fois que vous voyagez, soit en voiture, soit à vélo, même quand vous prenez une moto en ville où il n'y a pas assez de taxi et qu'il faille prendre une moto, dès que vous êtes derrière la moto, vous avez votre petite prière. Alors, cette prière vous donne une certaine protection. Non parce que cela peut être vrai pour tout le monde, mais ça ne peut être vrai que psychologiquement, convaincu que la prière l'a fait effet, hein, ou ferait effet, ou ça fait effet souvent. Alors, à partir de là, cette conviction vous ragaillardit, vous donne un sens qui crée en vous, donne un certain sens qui crée en vous une confirmation que rien ne peut vous arriver, comme vous l'aviez récité. Et ça devient quelque chose qui intègre votre organisme dans sa totalité, c'est-à-dire dedans comme dehors, et ça fait vibrer votre corps dans ses multiples dimensions. Alors, à partir de là, cette prière n'est loin. En étudiant le phénomène, cette prière, en fait,
est comme un ingrédient ou alors est comme quelque chose qui vous apporte un plus qui vous manque. Bon, à partir de ce plus-là, vous êtes rassuré. Par contre, du point de vue méditation, on n'a pas besoin de faire de la méditation pour voyager. Comme pour dire, bon, comme je voyage, je dois aller faire une méditation parce que je dois voyager. Non. On fait permanemment la méditation pour le changement à avoir, pour essayer d'apporter à ces cellules toute sa dimension, ou toute leur dimension, je vais dire, occulte. Parce que les cellules ont une double dimension, déjà. Oui. Ou alors, de multiples dimensions. C'est des êtres vivants pluridimensionnels. Il y a la dimension physique qui permet à ce que, dans un laboratoire, qu'on prélève les cellules et qu'on les analyse. Une dimension métaphysique, c'est qu'en analysant les cellules, on ne trouve pas la vie qui y est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire jusqu'où on a vu la vie. On l'a vu dans les appareils, à travers ce travail de laboratoire, au point à impulser un plus au cas où il en faut. C'est-à-dire que le cas d'un malade, où la dégradation fonctionnelle se traduit sur la perturbation fonctionnelle des cellules. C'est-à-dire que la vie commence à quitter l'environnement cellulaire. Et comme dans le cas de certains membres atrophiés, on suppose que tout le mécanisme d'énergie doté aux cellules concernant cette partie du corps ne sont plus au top. Alors, on ne va pas prélever la partie du corps atrophiée comme une infirmité et travailler dans le laboratoire pour comprendre qu'est-ce qui a fait, de façon à ce que on impulse une certaine énergie venant de l'extérieur, sans que cette énergie soit en rapport avec l'intérieur normalement. C'est-à-dire sans qu'il y ait une symbiose. Donc, il est donc difficile de dire qu'avec la méditation, les choses se passent comme avec la prière. Non. La méditation fonde une harmonie à l'intérieur du corps. Cette harmonie redimensionne le fonctionnement des cellules à travers des multiples recommandations que nous faisons chaque fois que nous sommes à cette antenne. Les recommandations du point de vue alimentaire, parce que les aliments perturbent le fonctionnement des cellules. En quelque sorte, lorsque c'est question d'une alimentation inadaptée, les boissons peuvent être nuisibles pour l'autorégénérescence des cellules. Par exemple, les sucreries peuvent avoir des effets mutagènes, tératogènes, cancérogènes, de manière à ce que on se retrouve dans une situation de cancer ou je ne sais pas moi quoi. Alors là, on ne peut pas donc dire que toi, tu veux faire la méditation, mais tu bois les sucreries, tu bois le vin, tu fais tout ce que les gars qui prient font. Non. Voilà. Tu dois avoir une vie rangée. Voilà. Professeur, certains hommes voient les conséquences de l'échec à travers les problèmes d'érection et même voir leur production de spermatozoïdes diminuer. Alors, sur le plan mystique, comment expliquer cela? Bon, là, disons que lorsqu'il y a des troubles fonctionnels qui peuvent aller dans tous les sens, parce que lorsque on a certains troubles qui dépendent directement des glandes endocrines, puisque
ce qui est de l'érection. Oui, mais excusez-moi, professeur Maniel, oui. moi je ne veux pas vous couper, sauf que le grand-père au village, qui ne sait pas ce qu'on appelle des glandes machin et tout. Bon. Voilà. Mais nous servons... qu'on a une métaphysique. Nous servons deux camps à la fois. D'accord. On peut commencer par expliquer un peu quelque chose par rapport à la science. Disons, ce qu'on appelle science. Et revenir maintenant dans le terre-à-terre si l'inspiration vient. Voilà, parce que quand une question n'est pas préparée, il est probable qu'on ne soit pas à même de la répondre. D'accord. Mais comme nous, on ne prépare pas des questions, tout à fait. Je suis exposé à des épreuves. Comme si c'était un examen de bac, de baccalauréat, ou je ne sais pas moi quoi. Bon, mais sauf que dans le domaine métaphysique, nous parlons science. Parce que les glandes endocrines, c'est nos gardiens invisibles. Les glandes endocrines sont nos gardiens invisibles. Le biologiste me dira le contraire parce qu'il ne l'a pas appris. C'est pas pourquoi dirait-on. Ça veut dire qu'il y a un rapport avec l'au-delà, ce qu'on peut appeler l'univers, les forces universelles, les forces de l'univers, le cosmique, les forces cosmiques, et nous, à travers le conscient, le subconscient, le supraconscient, tout ça. Bon, alors, donc ça veut dire qu'à travers des choses que nous ne maîtrisons pas, mais qui sont en nous, et qui fonctionnent en nous de façon permanente. Donc, lorsque nous avons les difficultés d'avoir une érection, ou nous avons les difficultés de produire suffisamment de spermatozoïdes pour pouvoir féconder une madame, par exemple, ces difficultés sont pluridimensionnelles. Ça peut être les difficultés dues à un phénomène physique, comme ça peut être des difficultés dues à un phénomène métaphysique. Du point de vue physique, on peut se retrouver devant certains médicaments, par exemple les médicaments d'hypertension, diabète et autres, qui vont empêcher, qui vont faire en sorte qu'à la longue, on ne peut plus avoir l'accès à l'érection. Bon, il y a aussi que certains produits sont là pour bousculer les spermatozoïdes, mais qui, à un moment donné, saturent l'organisme. Mais au-delà de ce qu'on peut dire de tout cela, il y a des pratiques. Il y a des pratiques qui veulent que, par exemple, quelqu'un qui veut vous faire divorcer de votre époux peut utiliser certaines plantes sous forme de poudre et venir saupoudrer l'entrée de ta porte et directement les problèmes commencent. On se bat, on fait ceci, on fait cela. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver que vous êtes en contact avec une personne dehors, extra-conjugale, et puis là-bas ça marche. Mais dans le lit conjugal, rien ne marche. Parce que d'ailleurs, une pratique est passée par là, on ne sait jamais. Bon, donc il y a plein de petits trucs qui se passent comme ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, parce oui, que, oui, professeur Maniel. Parce que ces petits trucs-là sont un peu, on peut dire à l'Africain, c'est faux. C'est mondial. Parce que pour avoir fait des études de parapsychologie, on connaît, on sait comment ces choses-là se passent. Mais pour avoir fait juste les études de médecine, on ne sait pas comment ces choses-là se passent. On dit que ça c'est les choses à dormir debout. C'est pourquoi les psychiatres ont tendance à penser qu'ils peuvent récupérer les malades de la folie, entre guillemets, encore que les fous ne sont pas tous des malades de la folie. Parce qu'une dépression qui peut frapper quelqu'un, qui est dégoûté par la vie, ressemble parfois un peu comme ce qui se passe d'une femme qui est dégoûtée d'un homme, du moins, qui est dégoûtée de la vie sexuelle à cause d'un homme et décide
de mourir comme ça sans être avec des hommes. Hein, sans plus jamais être avec un homme. On ne peut pas dire qu'elle est écervelée mentale. Mais elle agit comme une folle. Oui. Pareil. C'est-à-dire que une personne peut aussi décider de ne plus porter des habits et de ne plus dormir à la maison. Parce que dormir dans 4 murs, elle ne dort pas bien, cette personne-là. Elle préfère dormir dans la rue, à des endroits où le vent passe normalement. Il n'y a pas de problème dans sa vie. On ne la voit jamais malade. Les épidémies et les pandémies ne la concernent pas. Elle n'est pas en train de prendre des perfusions ici et là. Pourtant, elle mange dans la poubelle. Pourtant, elle mange dans les poubelles et pas n'importe quelle poubelle, parce que les poubelles en Afrique, par exemple, pour le cas de ces personnes-là, en Afrique, parce qu'en Europe, on peut manger dans la poubelle, et puisque d'autres ne vivent que de la poubelle là-bas, mais c'est quand même des choses arrangées dans les sacs. Les microbes, en fait, n'existent pas pour elles. Il n'existe pas le mot là. Parce que ce mot-là risque d'être psychologique, hein? On ne sait jamais. Voilà. Et si le microbe n'existe pas, le virus, alors n'en parlons pas. Parce que les microbes, quand même, sont parfois les bactéries. Voilà. Mais professeur, cet homme qui voit son érection diminuer, professeur, à cause, par exemple, du doute qu'il a vis-à-vis de sa femme, comment il fait pour surmonter cela? Bon, alors là, c'est peut-être que la question arrangée que je puisse parler un peu autrement, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui doutent du moins, qui se sont familiarisées à leur épouse. Au point où, et on va parler un peu grossièreté, hein, mais au point où l'envie n'est plus d'appoint et l'érection commence à faire défaut. Oui. Alors, il y a là-dedans un phénomène de l'accoutumance, c'est-à-dire on est habitué de faire la même chose tout le temps, et on ne change pas. Par moment, il faut changer. Il faut un peu jouer comme au début. Se titiller et tout, créer une ambiance attractive. Bon, pour permettre à ce que l'envie s'y crée. Hein? Oui. Parfois, il faut des câlins, je ne sais pas moi comment, dont une préparation. Alors, cette préparation-là, qui était avant comme si madame refusait, on essayait de la déshabiller, faire ceci, faire cela. Quand ça change, qu'on vient seulement et puis on se met nu, après on se couche. Bon, on attend monsieur au lit. Et deux fois on dit, bon, écoute, moi je vais dormir. Il ne faut pas que tu me réveilles après. Alors, c'est pas la même chose. Chez certaines personnes, ça ne va pas marcher parce que, ou ça ne marchera pas toujours, ça va marcher de temps en temps, mais ça ne marchera pas toujours parce que ça ne se passe pas comme ça, ça ne s'est passé pas comme ça au début. D'une part. D'autre part, un peu en regardant ailleurs, parce que la nature humaine, c'est ça, hein. Les hommes, c'est les prédateurs du sexe. Bon, il y a ces petits mouvements qui brusquent l'envie, qui excite et qui fait, alors, qu'on rencontre là-bas et qu'on n'a plus dedans. À partir de là, on a l'impression que quelque chose s'est passé dans sa vie contre madame. Et pourtant, il n'y a pas d'échange. On ne s'entend pas, on ne parle pas. On ne parle pas de ces choses. Ces choses-là, même dans les couples, parfois c'est tabou. Et pour rien. Il faut se parler. On parlait de son corps. Oui. Toutes les parties du corps ont un nom. Et chaque nom a été donné pour qu'on parlait de cette partie du corps. Parce que les mots sont là pour décrire ou bien pour nommer, hein, pour permettre à ce que des échanges soient faits en sachant de quoi il est question. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, professeur. Il est temps de passer à la deuxième partie de la chronique. Force vitale, bien-être et méditation. Certes, le phénomène force vitale est du domaine de la santé, c'est-à-dire qu'il relève du bien-être. Ici, c'est le bien-être qui signifie santé, c'est-à-dire l'absence de malaise, douleur, maladie, tout en étant mentalement équilibré, etc. Pour cela, les études scientifiques qui se veulent sérieuses et vraies sont holistiques, dont elles sont d'ordre spirituel en même temps. Les recherches jusqu'ici menées dans le domaine occulte ont permis de réaliser que les médicaments, de par leurs composants, sont des perturbateurs endocriniens. Le fait qu'on dissimule que leurs effets secondaires finissent par se transformer en de nouvelles pathologies fait qu'on en banalise la dangerosité d'en prendre en mode thérapeutique. Bien sûr qu'on finit toujours par découvrir que la toxicité du foie, telle que reconnue de certains médicaments, le cas de paracétamol, est chose à prendre au sérieux. Mais malgré que cette toxicité débouche le plus souvent aux hépatites A, B, etc., en passant par les AVC jusqu'à certains cancers, rien à faire, on y reste accroché toujours, soit par ignorance, soit parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Finalement, on accepte qu'on soit tué par la maladie que d'être oppressé par la moindre douleur. Une grosse bêtise qui fait que de nos jours, on fait confiance aux médicaments bien plus qu'à un médecin. Alors que le médicament non seulement intoxique, tue à petit feu, il est donc plus dangereux que la maladie elle-même. On a fait du médicament une véritable arme contre la douleur, malgré qu'en définitive, on sait qu'il ne guérit jamais, mais soulage simplement. Cette bêtise va en soi. Cela semble logique parce que même le médecin ne sait rien faire face à une maladie si ce n'est que de prescrire des médicaments. Alors, pour ne pas avoir mal, il vaut mieux en boire toute sa vie. Sans oublier qu'on y va jusqu'au vaccin contre le mot, même les plus imaginaires, malgré qu'on n'en finisse jamais avec. Tenez, les vaccins de la grippe, c'est quasiment chaque année qu'on vaccine. Mais il y a toujours une nouvelle grippe qui vient. Et peut-être même c'est juste des canicules que des grippes. Du point de vue métaphysique, tout ce que nous essayons de révéler en ces essais est du domaine de la connaissance et non d'une quelconque opinion qui va dans tous les sens. Non plus qu'il soit question d'une opposition des normes sans aucun soubassement scientifique, si oui basé sur la pensée unique. Bien évidemment, c'est juste une soi-disant science fondée sur le scientisme d'exploitation de l'homme par l'homme sous le prisme du charlatanisme intellectuel à l'aide duquel les maîtres de notre planète dictent leurs lois un peu partout dans le monde. Personne n'ignore que c'est la connaissance occulte du phénomène vie qui affranchit n'importe quel individu, eux-mêmes compris. C'est elle qui conduit holistiquement à la véritable raison d'être en tant qu'entité et ou à la raison d'être d'une science. Au-delà de toute forme de rapport de force détenue par la haute classe, il faut que cette classe de personnes cesse de troubler la planète. Qu'elle sache que rien n'est éternel sous le soleil. Elle doit ainsi initier au savoir des lois de la nature en vue de retenir qu'il ne faut jamais les transgresser. Il s'agit d'une étude qui permet de maîtriser les données occultes et cosmiques, favorisant à ce que tout le monde puisse parvenir à la refonte de leur mode de vie. Mais parce que certains d'entre eux ne cessent d'être des hors-la-loi, que l'humanité tout entière ne fait que sombrer dans un flou existentiel incompréhensible. Tout doit fonctionner dans un système éducatif universel, faire en sorte que tout apprenant en devienne l'homme total. Une personne affranchie de toutes sortes de servitudes ou d'esclavage. De tels cours doivent avoir pour fond
la métaphysique, celle qui versait dans la spiritualisation de l'être. Ici, on sait que la spiritualité est le chemin qui conduit à la divinité. À ce cours, la méditation étant un engin, un véhicule qui permet d'emprunter le chemin de la spiritualité. Fondamentalement, il se doit être une formation porteuse de bonnes mœurs. Elle doit favoriser l'adoption d'un nouveau mode de vie, une réelle prise en main de la connaissance qui éloigne tout un chacun des vices de toutes sortes, les boissons et aliments artificiels, médicaments, entre autres, les produits industriels ou tout comportement susceptible de perturber la santé de manière globale. Ceci va permettre d'éviter de se retrouver dans la prison du ridicule, où sont intellectuellement écroués les diplômés, surtout les soi-disant scientifiques, les politiciens, les industriels, etc. Tous se trouveront enfermés dans une sorte de bourbier en de véritables malades mentaux et tomberont dans le labyrinthe de la médecine artificielle chargée de commercialiser des médicaments qui ne vont jamais les guérir. Résultat, métaphysiquement parlant, il n'y a pas de médicament qui puisse remettre la force vitale en activité normale lorsqu'elle commence à faire défaut. Oui, on doit s'attendre à ce qu'une moindre maladie, une épidémie, pandémie et même une simple canicule devienne tueuse. Nous devons donc retenir que seul un mode de vie basé sur le respect des lois de la nature nous met à l'abri des maux de toute nature et nous spiritualise en même temps. Professeur Emmanuel Lipote, comment avoir un mode de vie pour avoir une spiritualité élevée? Alors, on a toujours défendu une thèse ici. On a défendu d'abord une thèse qu'on ne peut pas vivre seul dans un monde où on est la seule personne à avoir une pensée unique à soi. On ne peut non plus être désaffranchi lorsque nous ne sommes pas libres de nos pensées non plus. Alors, les modes de vie ne sont pas, c'est pas moi, des prescriptions médicales. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une ordonnance à quelqu'un par rapport à son mode de vie. C'est chacun qui doit chercher à savoir d'où il vient, pourquoi il est là, ou où ira-t-il après qu'il ne soit plus là. Parce que nous sommes sur la terre pour agir comme des gens qui ont une mission. Alors certaines personnes, leur mission, c'est connu de par les actes. C'est-à-dire, ils posent des actes, après leur mort, les retombées de ces actes-là continuent. Ça peut être des actes de nocivité qui vont donner à manger à toute une génération de personnes. On va en guerre contre les microbes, on est Louis Pasteur. On va en guerre contre des idées naturelles, on est Freud. On va en guerre politique, on est néocolon. Donc, il n'y a pas de moyens disponibles pour tout le monde pour pouvoir bien asseoir sa vie. Mais malheureusement, chacun de nous doit répondre de ses actes. Derrière la réponse à donner par rapport à nos actes, se dessine ou bien s'érige à notre chemin des impositions. C'est-à-dire que il n'est pas bon de faire ceci, il n'est pas bon de faire cela. Depuis l'enfance, on n'a jamais été libre. On est tout petit, on dit on ne fait pas comme ça, on ne fait pas, on mange pas comme ça, on ne s'assied pas comme ça, quitte là. On grandit, on dit on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ceci, faites cela. Ça dit, pour finir, l'homme n'est pas libre sur la terre. Mais le vrai problème, le véritable problème, c'est que ce n'est pas les lois de la nature qui embêtent l'homme. C'est l'homme qui embête lui-même. Comment? C'est-à-dire, il ne fait aucun effort de s'initier par rapport à ces lois. Et
ceux qui ont le pouvoir matériel ignorent qu'ils n'ont pas le pouvoir spirituel. Parce qu'ils décèdent comme tout le monde. Mais pourtant, ils ont le pouvoir matériel. C'est-à-dire, le matin, tu as beau être président de la République, ou c'est pas moi, directeur ou PDG d'une usine, c'est pas moi, de médicaments, comme on ne citerait pas les contemporains, et que le lendemain, tu décèdes d'une maladie dont on est supposé dire que tes médicaments qui étaient dans toutes les pharmacies dans le monde, par exemple, un directeur de firme pharmaceutique qui meurt du diabète, alors que son médicament a été vendu pour soigner le diabète. Donc il y a un problème. Bon, pourquoi ne pas réfléchir comment résoudre le désordre qui est dans l'organisme? Cette réflexion, c'est là où commence l'envie d'adopter un mode de vie. Le mode de vie n'est pas une prescription non plus occulte. Du domaine métaphysique, on peut s'initier. L'initiation est une éducation, c'est une forme d'éducation. C'est comme lorsque je venais à cette antenne-là pour parler des INAM. Sous le couvert du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et en partenariat avec les écoles internationales de médecine douce et alternative, l'Institut des arts et métiers du bien-être forme et transforme en coach de santé, naturopathe praticien, pharmacologie africaine, réflexologie, biomagnétisme, massothérapie, hydrothérapie. L'Institut des arts et métiers du bien-être offre aussi des cours à la carte, chômeurs, diplômés ou pas, tradis praticiens, infirmiers, médecins guérisseurs, retraités ou en voie de l'être, amoureux de la médecine traditionnelle africaine ou alternative. Voici venu le moment pour vous de faire un bon choix de carrière ou de reconversion. L'Institut des arts et métiers du bien-être vous permet de devenir naturopathe de formation en obtenant un diplôme agréé par l'État du Cameroun. Inscrivez-vous au 677 68 95 70 696 84 03 76 et au 656 14 14 45. L'Institut des arts et métiers du bien-être, le bien-être absolu. Dans l'école que nous avons mis en place pour pouvoir former les personnes qui veulent une formation en santé naturelle, en santé naturopathe, les praticiens de santé naturopathe. Alors, je dis souvent que la santé est un droit. C'est-à-dire tout le monde a droit à la santé. Et ça, c'est une prescription mondiale de la loi universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas un besoin personnel. Mais quand on dit santé, parfois il y a une confusion. Parce que la définition donnée à la santé parfois et celle donnée à la médecine, chez l'universitaire lambda, c'est confus. Parce que même si c'est comment, au moins le corps médical officiel devrait savoir s'ils sont les pourvoyeurs de santé ou pas. Mais quand dans les hôpitaux, on confond encore là-bas dedans, dans les hôpitaux, la santé à la médecine, il y a un problème. Parce que la santé, c'est le bien-être, l'absence de douleur, de maladie, l'absence d'un déséquilibre mental, l'absence de tout ce qui peut amener à ce qu'on ait quelque peu des soucis. C'est ça la santé. C'est quelque chose de parfait. Et c'est quelque chose que tout le monde a droit. C'est-à-dire, nous tous, nous devons être contents de nous, contents de notre environnement, contents de sa femme, de ses enfants, contents de ses amis, contents de ses collègues. Pour former un monde plein d'unicité réflexionnelle. Donc, mais, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'on peut dire ministère de la Santé. Et là-dedans, il n'y a rien de la santé dedans. Il y a les méthodes de comment promouvoir la médication, comment veiller sur la population en cas d'épidémie, de pandémie et tout. Bon, tant bien que mal. Comment même? Parce que parfois, c'est dans ces départements ministériels qu'on doit étudier aussi ce qu'on boit, ce qu'on mange.
Bon, mais les boissons sont parfois autorisées avec des étiquettes qui portent bien l'estampille que ce qui est dedans, ce n'est que colorant, ce n'est que additif alimentaire, ce n'est que des arômes, dont en fait des produits artificiels. Mais on va taper le nom de ça comme c'était le fruit. Donc, c'est compliqué. Dans le mode de vie aujourd'hui, c'est quelque chose purement individuel. On doit s'initier à ce qu'on veut devenir. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Donc, le domaine métaphysique permet donc de se poser cette question et d'en trouver la réponse. C'est là où il y a une petite différence entre la simple philosophie ou bien alors les sciences livresques des universités. Voilà. D'accord, je vous propose de suivre la réflexion. Je vous propose la réflexion. Je vous propose la réflexion. Professeur Emmanuel Lipot, tous nos ancêtres étaient les Noirs. Comment comprendre ça? Non, mais nous, on a toujours dit ça ici. Hein. On essaie d'utiliser parfois les vidéos parce que la rubrique réflexion et évocation doit dire ceci à ceux qui nous suivent. C'est que nous n'inventons rien. Nous ne voulons pas travailler sur la base de ce que nous pensons seulement. Nous devons travailler sur la base d'une pensée universelle. Nous ne sommes pas en train de penser que les Africains savent mieux que les Blancs, ou inversement. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de race. Il y a la couleur de peau. Bon, lui, il a essayé d'expliquer ça. Ça, c'est son domaine. Bon, on a choisi cette vidéo parce que quelqu'un de ce domaine-là doit parler. Et peut-être que, comme nous sommes des Africains, si c'est un Blanc qui dit que tout vient de l'Afrique, peut-être que ça peut être compris, sauf que certains peuvent dire, ils racontent ces histoires pour plaire aux Noirs. Bon. Donc tout cela, bon. Mais l'important c'est quoi? C'est que je disais dernièrement, lors de la dernière édition, que tout est vanité, vanité des vanités. Que ce soit les bêtes. Voilà, lui il a dit, c'est les gens. Que ce soit les hommes. Nous mourrons. Alors, où vont nos âmes? Ou alors, est-ce que l'homme a l'âme? L'animal n'en a pas. Dans le commun de mortels, scientifiquement, ou alors religieusement, la bête n'a pas d'âme. Bon. Mais pourtant, on dit, lorsque tu tues l'animal, il ne faut pas boire de son sang. Bon. J'entends dire ça souvent dans le milieu religieux. Alors, je me pose la question, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens avant, et ils ne mangeaient pas de la viande en tant que telle. Ils recueillaient le sang de la bête tuée dans des canaries. Et ils travaillaient avec, soit pour manger, soit pour faire quoi, je ne sais pas moi. Bon, on a dit ça, c'est des pratiques obsolètes du point de vue mystique ou du point de vue religieux. Il faut laisser couler le sang, que le sang entre dans le sol, même s'il faille que tu manges de la chair de la bête tuée. Ok. Moi, je pense que réfléchir, la réflexion, vocation à réflexion, ça doit aller dans le sens que chacun se pose sa question intérieurement. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Qu'est-ce que ça doit être? Bon, et trouver la réponse. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. Il est temps de lire vos messages. SOS téléspectateurs. Ah, c'est tout. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipot. Quelles sont les vertus de l'échec? Bon, alors, la personne n'a pas tort.
Parce que nous avons dit que l'échec, c'est question de preuve pour nous édifier, pour nous élever. Oui. Voilà. Mais c'est ça qu'on peut considérer comme vertu. Parce que celui qui n'échoue pas, si tu es un enfant de la maternelle, puisque nous parlons de l'école là maintenant, jusqu'en classe de licence, n'a jamais repris une classe. C'est très dangereux pour cet enfant-là. Parce que c'est une personne qui aura de difficultés à s'insérer dans la société. Oui. Toutefois, les échecs vont commencer à venir, puisqu'on ne peut pas vivre toute sa vie sans échouer ou sans avoir des problèmes. Alors, ça sera un peu, la personne sera en déphasage vis-à-vis d'elle-même. Bon, donc, l'échec permet de rebondir. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un qui tombe et qui se relève n'a pas peur de tomber encore. Tout à fait. Il sait comment des choses se sont passées avant qu'il ne se retrouve à terre. Et il sait comment il s'est battu. Hein? C'est quelqu'un-là. C'est comment il s'est battu pour se relever, pour refaire surface. Oui. Alors, il se méfie de l'échec, mais il sait que c'est grâce à l'échec. Parce que tu trouves une personne qui avait une voiture et qui avait un petit boulot et les difficultés de son boulot vont jusqu'à l'huissier, passe par là, on arrache toutes ces choses et puis il est à pied, il n'a même pas où habiter. Alors 10 ans après, il a refait surface avec un parc automobile, beaucoup de voitures, une jolie maison, une nouvelle entreprise. Cela n'arrive que chez les personnes qui ne perdent pas courage. Mais les personnes qui ont perdu courage, comme le cas des personnes qui vont en retraite, du moins quand il était en activité, d'abord très arrogante, servir les gens, il faut les rançonner, il faut les arracher l'argent, mais il faut les parler n'importe comment, il faut. Alors, et puis dans son milieu, il pavane, il s'habille d'une certaine manière, il parlait même à ses collègues d'une certaine manière, et brusquement, la retraite arrive. La retraite n'arrive toujours pas quand on est porté à être inactif. Ça arrive parce qu'on a atteint l'âge. Oui. Bon, selon les politiques de chaque pays. Alors, tu as toute ton énergie. Tu peux continuer à travailler, même pour 10 ans encore, même pour 20 ans. Mais on a dit l'âge de la retraite. Te voilà retraité. Alors, tu avais ton diabète tranquille que tu caressais dans le sens du poil. Mais si on te dit, bon, écoute, il faut prendre telle plante, ça peut t'aider. Même avec des gens qui sont des collègues qui ont le diabète comme toi, mais qui sont un peu regardants par rapport à ce qu'ils consomment et qui ne changent pas grand-chose à leur diabète. On te dit, bon gars, pardon, voilà ce que nous faisons. Tu dis, non, ça c'est les choses pour les moins que rien. Oui. Moi je suis quand même un cadre de la République, je suis ceci, je suis cela. Comment je vais aller faire des potions et boire? Alors, qui doit boire les médicaments? Alors, bon, pour finir, voilà, tu entres à la retraite avec des pathologies pluridimensionnelles. Madame ne supporte pas certaines choses parce qu'il n'y a plus d'argent. Les enfants ne sont pas habitués au nouveau mode de vie de la maison parce que le salaire est divisé par 3. Quand on paye ton salaire, c'est quoi, ta retraite. Oui. Ce n'est plus consistant. Alors, tout va mal. Les amis au quartier qui te prenaient cher ne sont plus à côté de toi. C'est là que tu trouves les gens habités par le doute de rebondir. Hein?
puisque nous sommes dans le doute. Hein. Sont comme les gens qui ont échoué. Alors que certains d'entre ces personnes-là ont même des maisons en location. Ont des ventes emportées, on vend de la bière, hein, ont un certain petit confort matériel, mais sauf que, en plus de son salaire et les retombées qu'il avait à son poste, mais tout ce qu'il a là, c'est comme s'il n'avait rien. Bon, et parfois, les loyers ne sont pas payés. Il faut bagarrer avec les locataires et tout. Avant, on bagarrait, mais par un moment, on s'en foutait parce qu'on avait encore un peu dans la poche. Donc, tout ça peut, chez certaines personnes, faire en sorte que, au bout de 5 ans, 6 ans, la personne décède. C'est les soucis qui vont la tuer. Voilà. D'accord. Comment multiplier les spermatozoïdes pour vite faire les enfants? C'est Eric qui nous envoie ce message depuis Boulamoussadi. Non, multiplier les spermatozoïdes pour faire les enfants, c'est un problème d'abord parce que là, le spermogramme va dire, bon, écoutez, vous n'atteignez pas donc vous ne pouvez pas telle quantité, tel millier de sperme, donc vous ne pouvez pas procréer. Vous ne pouvez pas féconder une femme et tout. Bon, mais maintenant, je dis et je répète, le vrai diagnostic s'est fait de manière holistique. Le diagnostic qui s'est fait de manière symptomatique ou qui s'est fait de manière qui va dans le sens des plaintes des gens ou de certaines analyses, c'est purement médical. Là, si je fais allusion à la médecine officielle. Bon, c'est de la médecine officialisée dans tous les pays. Alors, ce diagnostic ne doit pas être confondu avec d'autres modes de consultation. Parce que la consultation consiste à faire une évaluation de l'état du terrain sur le plan métabolique et autres pour permettre à celui qui consulte de savoir à quel moment les pathologies ont commencé. Parce que ça peut commencer par des petites difficultés digestives. On se met à contrer ça avec des médicaments. Les maladies aiguës deviennent donc des maladies chroniques. Et là, on va parler de colopathie cérébrale ou bien de colopathie intestinale. On va donner des noms pour essayer d'expliquer qu'on ne trouve pas de symptômes. Bon, c'est asymptomatique, machin et tout. Des gros mots. Bon, voilà. Et on va quand même prescrire les médicaments. Et on en boira toute sa vie. Je ne veux pas rentrer dans ce registre que je maîtrise moins. Parce que même si c'est comment, je ne suis pas censé tout connaître, déjà. Mais je vais dire seulement à notre ami, tu as dit de l'opom ou de mon ami, ça dit ou quoi? Que tout s'étudie avant de trouver la solution. Ça s'étudie pourquoi? Parce qu'il faut rechercher la cause. Pourquoi vous avez besoin de brusquer votre spermatozoïde? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie de l'enfance aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème héréditaire? Est-ce que à partir de là, tu vois, on peut arriver à s'entendre déjà. S'il y a pertinence dans mes propos, la personne peut prendre mon numéro de téléphone et m'appeler hors antenne, on en discute. Parce que c'est pas évident que sur un plateau de télé, on fait des consultations. C'est pas évident. Hein? D'accord. Oh, c'est ça. D'accord. Comment éradiquer le diabète Comment éradiquer le diabète avec les plantes? Je pense que c'est ce que le téléspectateur voulait dire. Le but d'utiliser les plantes dans le traitement du diabète, c'est de faire fonctionner le pancréas. On a toujours expliqué ici que le pancréas travaille de concert avec le foie et les reins. Le pancréas fabrique le glucagon pour augmenter le taux de sucre dans le sang.
il fabrique l'insuline pour diminuer le taux de sucre du sang. Alors, cette connaissance du fonctionnement du pancréas, qui n'est pas médicalement officiel ou officialisé, c'est ce que les gens qui utilisent les plantes les permet d'aider les gens. Parfois, hasardeusement, si je me fais une idée du fait que certains d'entre eux aussi n'en parlaient pas. Ou alors, parfois, avec beaucoup de certitude. Pourquoi? Parce que les plantes sont des êtres vivants qui ont aussi les cellules quasi semblables aux cellules de l'homme. L'utilisation des plantes permet de corriger les erreurs ou bien le dysfonctionnement ou les problèmes que les cellules de l'homme peuvent avoir. Donc la plante est totalement différente du médicament qui est un produit artificiel, un produit de synthèse obtenu synthétiquement après un travail laboratoire d'appoint. C'est pour cette raison que toutes les notices mettent en garde les gens sur l'utilisation des médicaments. Parce que quand tu lis la notice à partir de l'encadré, on te dit, lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ces médicaments. Et on te dit de garder ça parce que tu auras besoin de la relire. C'est dans l'encadré. Et dans l'encadré, on te dit de ne jamais donner un produit qu'on t'a prescrit à un autre parce qu'il a le même cas. Ça, c'est des choses qu'on doit d'abord comprendre. Et puis maintenant, lorsqu'on vient sur le sommaire de la notice, on trouve 6 rubriques. La première rubrique, c'est l'indication. La deuxième rubrique, c'est l'interdiction d'utiliser le produit en question, quel que soit le produit. En vous mettant en garde que vous devez d'abord savoir les composants du produit, surtout si vous ressentez une hypersensibilité, faites attention d'utiliser ces produits. Il faut donc aller à la rubrique 6. Être très sûr si le produit, du moins l'ensemble des composants du produit, c'est-à-dire la substance active, ainsi que les autres composants qu'on appelle dans le jargon médical l'excipient, parfois l'excipient principal, l'excipient notoire, machin et tout, si tous ces composants-là sont nécessaires pour ton corps ou pour ton cas. On n'a jamais dit de généraliser le produit pour tout le monde. Bon, donc, c'est compliqué parce que les gens ne lisent pas les notices. Même en Europe, on ne lit pas la notice. Parce qu'on dit souvent les blancs, les noirs n'aiment pas lire. Mais moi, j'ai constaté une chose. C'est que pour ce qui est du médicament, non. On fait confiance aux médecins et aux pharmaciens. C'est tout. D'accord. Bonsoir, je suis Tawana, résident à Yaoundé. J'aimerais m'inscrire dans votre école de mystère. Comment le faire? Il faut m'appeler à part au 677 68 95 70. 677 68 95 70 pour en discuter. Voilà. Voilà. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. S'il vous plaît, j'aimerais que vous nous parliez encore du test d'affinité. J'aimerais bien le faire avec ma conjointe. Le test d'affinité fait partie des données métaphysiques dans le cadre de la cohabitation. Parce qu'il y a la cohabitation, on parle de la cohabitation au foyer, c'est-à-dire vous êtes mariés. Il y a la cohabitation professionnelle, c'est que vous partagez le même travail avec des gens. Bon, vous pouvez décider, bon, je vais embaucher un directeur pour mon entreprise. Vous êtes promoteur d'une entreprise. Mais vous avez besoin d'un directeur, vous êtes obligé. Non, il est conseillé, pas obligé. Vous voulez faire ce que vous voulez de votre entreprise, il n'y a pas un problème d'obligation. Mais il est conseillé de faire une étude d'affinité
par rapport à vous-même et par rapport à l'entreprise via le nom de la personne et sa date de naissance. Alors, de même, vous voulez fonder un foyer. Oui. Vous avez une copine ou une fiancée. Vous faites une étude d'affinité pour voir si et si c'est votre femme là-bas, hein, ou votre époux. Voilà. Cette étude passe par le nom complet, ou le nom officiel, la date de naissance exacte, pas une date fabriquée de toutes pièces pour le sport ou bien pour les études. Non, une date de naissance exacte. La première année des rencontres, ça donne la possibilité à ce que vous soyez avec quelqu'un que vous connaissez bien désormais, sans la connaître. Parce que on parlait des fiançailles. Vous pouvez être en fiançailles avec quelqu'un qui fume, qui boit, mais vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais parce que... En faisant une étude de métaphysique, on peut le savoir. Oui, non, vous ne pouvez pas savoir que la personne est jongleuse. Oui. Vous ne pouvez pas savoir que cette personne-là est menteuse. Vous ne pouvez pas savoir que cette personne-là camoufle certaines de ses habitudes. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Bon, vous savez seulement qu'elle est gentille, hein, elle sent bon, elle se lave bien, hein, et elle sent bon. Alors que quand elle fume, cette personne-là fume, elle met des choses dans la bouche qui font en sorte qu'on ne peut pas sentir l'odeur de la cigarette, de même l'alcool. Bon, donc vous êtes tranquille. Ou la personne décide de ne pas en boire, de ne pas boire, de ne pas fumer, à chaque fois que vous avez rendez-vous, des heures avant. Mais quand, toutefois mariée, dans la même maison, elle ne peut pas permettre de s'étouffer de son envie d'alcoolisme ou bien de tabagisme. Elle va commencer à fumer. Elle va fumer dehors. Elle vient, elle jette la cigarette. Quand elle entre, l'odeur de la cigarette suit. Au bout d'un temps. Alors le problème commence. Bon, donc, si vous avez fait une étude d'affinité avant, vous comprenez cette personne. Si certaines choses qui étaient cachées de sa vie se révèlent aujourd'hui, ça ne vous étonne pas. D'accord. Voilà. D'accord. Peut-on soigner la hernie sans se faire opérer? C'est une question qui revient tout le temps. Ouais, quand c'est à l'état bénin, quand c'est au début. Mais lorsque la membrane s'est déjà éclatée, surtout la hernie inguinale et tout, il faut seulement opérer. Bon, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de thérapie, mais moi je ne les connais pas. Voilà. Je ne veux pas dire des choses pour dire. Moi je ne veux pas dire aux gens, bon, écoutez, quand vous avez une hernie, c'est quelque chose de facile. Non. C'est comme les maladies sexuellement transmissibles. Et l'appendicite? L'appendicite, c'est un autre problème. Parce qu'on peut avoir une inflammation de l'appendice sans que ça soit obligé qu'on fasse une ablation, qu'on enlève ça. Non, pas du tout. Parce qu'une indigestion entretient cette inflammation davantage. Dès que la digestion s'améliore, pour un temps long, l'inflammation cesse progressivement. Bon, voilà. Bonsoir à vous, professeur. Pendant 20 ans, je me suis masturbée. Quel impact cela peut-il avoir sur ma vie? Comment purifier son karma? C'est Roland qui nous envoie Bon, alors si quelqu'un se masturbe pendant 20 ans, il doit sentir quelque chose qui lui permet à se poser la question que pourquoi je me masturbe. Et peut-être à cause de cela, il peut nous interpeller à l'antenne. Ça, c'est vrai. Mais je ne pense pas donner un avis pour quelqu'un qui fait des choses et qui se révèle. C'est vrai qu'on ne connaît pas son nom, ou ce qu'il appelle et tout, écrit. Bon, c'est pas intéressant même de connaître, parce qu'ils ne sont pas là pour des cas personnels. Alors, de toute façon, si le moment est arrivé que la personne arrête de se masturber, c'est toujours bon, mais ce n'est pas évident. Bon, donc, hors antenne, on peut en discuter. D'accord.
hors antenne, on peut en discuter. Parce que c'est des situations très compliquées à expliquer en public. D'accord. Voilà. Je m'appelle Abba, je suis à Kousséry dans l'extrême nord. Ici, le sucre est très consommé. Quelle plante consommer pour diminuer le taux de sucre dans l'organisme? Il faut consommer les choses qui sont amères et arrêter de prendre le sucre. Mais, Tout. par exemple? Non, mais il y a des plantes qui sont amères dans sa région. Je ne veux pas lui donner une plante qui n'est pas au nord. Parce que c'est ça le mal alors. Il y a des plantes qui sont européennes et il y a des plantes qui sont africaines. Et il y a des plantes qui sont au sud du Sahara qui ne sont pas au nord de l'Afrique. Et il y a aussi des plantes au Cameroun qui sont ici et qui ne sont pas là-bas. D'accord. Voilà. Les activités de mon père ne marchent pas depuis un bon bout de temps et il a du mal à payer nos pensions scolaires. Il faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est la conjoncture ou bien c'est un blocage occulte, là, je ne sais pas comment répondre à ça, mais je pense que ça ne doit pas être quelque chose de compliqué. Si son père continue à compter sur lui-même, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure que la mystique de l'échec, hein, et du doute. Le doute, hein, si vous doutez de vous, à un moment donné, vous commencez à penser que l'affaire ne marche pas par rapport à quelque chose. Par contre, ça ne marche pas parce que c'est les moments comme ça. Il y a les hauts et les bas. On ne sait pas. Il faut toujours positiviser la vie avant de voir qu'on est confronté à une situation qu'il faille scruter autrement. Voilà. Ok, bonsoir à vous, s'il vous plaît. Puis-je savoir comment traiter la sinusite, surtout quand on a déjà mis long? Alors, la personne va rappeler hors antenne. Parce que, bon, la personne appelle d'où? Parce que souvent, il y a les gens de Yaoundé qui n'ont pas la possibilité de venir à Douala. Bon, la semaine-ci, je serai à Yaoundé. Partie de vendredi. On peut m'appeler à mon numéro personnel. 677 68 95 70. Bon, on va essayer de voir avec ces personnes qui appellent soit à Sud FM, parce que hier il y a eu beaucoup qui ont appelé, et soit ici, de discuter. Parce qu'en fait, le problème, c'est d'essayer de voir comment aider les gens à regagner la confiance en eux, le regain de confiance en soi. Bon, disons, rien ne se passe gratuitement. Déjà, quand tu appelles, déjà, tu vas payer les unités que tu utilises seront payées, le transport, le taxi et tout. Bon, je ne suis pas un bon samaritain non plus, je ne suis pas subventionné par l'État non plus, mais je fais vraiment d'efforts pour que les gens soient encadrés. Parce que nous sommes dans une Afrique où le patriarcat a perdu des sens. L'Afrique d'avant, les patriarches étaient considérés. Oui. Voilà. Ils étaient considérés parce qu'eux aussi, ils méritaient la confiance de la masse. Et les patriarches, quand on l'abordait avec beaucoup de gratitude. Bon, aujourd'hui, quelqu'un vient et dit, comment a-t-il parlé? Je croyais que tu es ceci, tu es cela, mais mon frère, mais tu es simple, hein? Moi je croyais que quand je vais te voir, bon, ou bien parce que les patriarches d'avant, il n'y avait pas la télé, ni la radio, Peut-être. je sais pas. Non, professeur, il faut dire qu'à l'époque, vraiment, c'était bien. À l'époque, il y avait la morale, il y avait la discipline. L'enfant, c'était l'enfant de tout le monde. Ce n'était pas seulement l'enfant du père et de la mère. C'était l'enfant du voisin. Le voisin pouvait intervenir, le voisin pouvait sévir sur un enfant. L'enfant n'avait pas le droit de demander de l'argent quand on l'envoie. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens, professeur Emmanuel Lipod. C'est la civilisation, les films qu'on a vus. Peut-être. Oui, les salles de cinéma, nous quand on était petits, on voyait des choses
on voit comment on dévalise une banque ou bien comment on agresse les gens. Et les agresseurs sont nés ici et là. D'accord. Bonsoir à vous. Suis une jeune infirmière, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Bonsoir à vous, je suis une jeune infirmière, mais j'ai un problème. Ma main tremble beaucoup, je n'arrive même pas à faire une injection, une solution à ma préoccupation, docteur, s'il vous plaît. La personne doit appeler en antenne. On va voir si le tremblement, on appelle ça le tremblement hein, dans leur jargon. Elle est infirmière. Oui, mais dans leur jargon, c'est pourquoi j'ai dit, hein, c'est de la médecine officielle. D'accord. Bon, on appelle ça souvent le tremblement. Bon, on appelle ça tremblote et tout, bon, dans la médecine traditionnelle ou quoi. Bon, mais le tremblement, parfois, c'est dû à certains médicaments. Alors, si c'est dû aux médicaments, dans nos échanges, on verra comment procéder par des cures de détox. Hein. Comment détoxifier et faire une cure de détoxification à elle et par rapport au nombre du temps que cette situation dure ou perdure. Voilà, on va essayer d'étudier le problème ensemble. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je n'arrive pas à durer sur ma femme. S'il vous plaît, que dois-je prendre pour me soigner? Bon, alors, c'est une situation hors antenne, hein, parce que c'est au cas par cas. Hein. Il n'y a pas de solution aux problèmes des gens de manière générale. C'est qu'on tombe dans une situation à des prescriptions et des prescriptions à sensation. Non. Lorsqu'on donne des recettes, des astuces, c'est bien, mais il faut les donner au cas par cas. Parce qu'il y a des gens où tu peux lui dire de boire seulement de l'eau. C'est tout. Pendant ce temps, à une autre personne, tu lui dis de faire des cataplasmes des plantes, hein, des feuilles de chou ou bien d'argile ou quoi, à certaines zones du corps. Voilà. Donc, mais tout ça, ça doit s'étudier hein, pour faire sérieux. C'est ça. D'accord. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Est-ce que le fait de manger la nourriture des voisines peut causer des problèmes dans le ménage? Je m'appelle Paul. Oui et non. Il faut manger avec des gens qui mangent aussi avec toi. Mais professeur, prendre le repas de la voisine... Oui, mais je dis oui et non. Oui et non, parce que vous pouvez avoir une personne qui vous donne une nourriture pour une raison. Qui vous donne une nourriture pour une raison. Et une autre personne vous donne une nourriture pour une autre raison. Bon, maintenant, si vous mangez souvent ensemble, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas toujours soupçonner les gens. Donc, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui. On peut tout simplement dire que ça dépend si vous faites confiance à votre voisin, c'est tout. Et si la confiance est mutuelle, parce que il ne faut pas que vous soyez le seul à lui faire confiance, alors que lui ne vous fait pas confiance. Voilà. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Mon mari couche avec des femmes dans notre lit conjugal. Il amène les femmes chez nous. Professeur, il ne me gère même pas. C'est difficile, s'il vous plaît, aidez-moi. Il faut faire une étude d'affinité. Hein. Parce que vous allez savoir pourquoi il est comme ça. C'est ça. Avec l'étude d'affinité, vous allez savoir comment il est. Et cela va permettre à ce que tu ne t'inquiètes plus. Parce qu'il y a des choses que... Bon, tu as des enfants avec un homme. L'homme là, avant, peut-être cachait ses habitudes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, ça dégénère. Bon. Si tu veux aller en guerre contre lui, peut-être ça sera une perte du temps. Bon, une autre personne va dire, bon, mais moi, à ta place, je ne supporte pas. Moi, je pense que ce n'est pas la solution parce que tu ne supportes pas. Tant que le mec ne t'a pas mis dehors, bon, c'est de chez toi. C'est pour le meilleur et le pire. C'est comme ça. Mais si tu te mets dehors,
vous risquez d'être sujet à des sévices et vous voulez insister à y rester. Et ça peut entraîner des accidents et des infirmités. D'accord, mais professeur Emmanuel Lipote, est-ce que le charme peut amener un homme à se conduire d'une manière pas du tout catholique? Oui, bon, disons, comme on a métaphysique, toutes les questions doivent trouver des réponses. Oui. Il y a des gens que sa femme ne se contrôle pas elle-même, elle peut prendre une décision de quitter le ménage parce que on l'a mis dans le sac. Voilà. Dans la bouteille? Ou dans la bouteille, on l'a fermée, elle est là. Oui. Bon, l'homme fait tout ce qu'il veut. Il y a aussi que, des fois, comme tu parlais du charme, tu charmes une femme. Au moment où tu la charmes, tu l'aimes. Maintenant, le charme a mordu, elle ne part plus. Et tu ne l'aimes plus. Parce que le charme n'était pas pour se marier d'elle. C'était pour vivre, aide-moi à vivre, pour un temps. Et puis se séparer et aller encore charmer une autre, ou bien aller se mettre avec une autre. D'accord. Alors donc, et deux fois tu charmes 10 femmes, une seule. Le charme mort sur une seule. Les autres, ça fait semblant de mordre après, les femmes là se ressaisissent, elles partent. Bon, tu restes donc avec celle que tu n'aimais pas tellement. Tu l'aimais quand même parce que les débuts sont toujours bien. Donc, il y a tout ça, quoi. D'accord. Bonsoir, mon papa. J'ai une blessure qui finit et revient. Et depuis, je ne pars pas au travail. Aidez-moi, s'il vous plaît, c'est mystique. Oui, la personne on va appeler en antenne. S'il faut se rencontrer, qu'on voit la blessure, là, il n'y a pas de là. C'est même pas une blessure, c'est une plaie. Parce que quand la blessure ne peut pas guérir, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement métabolique, le sang a fait ceci, le sang a fait cela, il faut voir tout ça. D'accord. Voilà. Bonsoir, professeur. Ma concubine a déserté la maison en mon absence. Je l'aime et veux qu'elle revienne. Que faire? Les gens là, et s'ils sont dans le sujet. Professeur, c'est un problème parce vraiment... que le mystère on est dans... de l'échec, Oui. c'est le doute. Oui. Tu doutes à ta copine, elle va partir. C'est ça. Peut-être qu'ils sont vraiment dans le sujet ou ne sont pas. Nous essayons d'expliquer que si tu as peur de quelqu'un, ne fais pas la vie avec la personne là. Bon, professeur, je vais poser la question autrement. Oui, vas-y. Et si un homme, peut-être, avait mis le cerveau de sa femme, par exemple, dans une bouteille, au point de faire qu'elle divorce, comment faire pour qu'elle revienne à la maison? Non, là, c'est le retour d'affection. Il faut d'abord faire la voyance, non? Pour savoir s'il y a un problème occulte. Oui, parce que là, il faut d'abord être sûr si c'est un problème occulte. Bon, parce qu'il y a un problème de coup de foudre. Oui. Tu peux être avec une personne, 3 ans, elle part, 10 ans, elle part, et une autre personne, 20 ans, un coup de foudre qui a duré, et la personne fugue, quitte la maison et va même se balader avec des copains ou des copines. Parce qu'il n'y a pas que les femmes pour fuguer, il y a des hommes qui quittent leur maison, abandonnent la femme avec des enfants, et se retrouvent en aventure, entre guillemets. Cette aventure n'est pas qu'on a pris le taxi. Pour y aller, on part même à pied. On se retrouve dans un quartier. Comme la ville est grande, bon, ni vu ni connu. Oui. On a abandonné tout. Voilà. Donc on a fugué. D'accord. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. J'habite Yaoundé et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Que faire? La personne prend le numéro 677 68 95 70. Bon, on peut appeler vendredi matin. Bon, disons autour de 9h ou bien vendredi autour de 15h. Je serai à Yaoundé. Cette semaine, il n'y a pas de problème. On va se rencontrer. D'accord. Si tel est son souhait. D'accord. Mais moi, j'ai une dernière question. Je veux juste savoir si c'est vrai. Alors, il paraît que quand on taille ses ongles devant son bien-aimé ou alors sa bien-aimée,
si celle-ci ou alors ce dernier traverse sur, ou alors touche ses ongles, ça va les créer des problèmes à la maison, professeur? Non. Puisque ton bien-aimé peut te tailler les ongles. D'abord déjà ça. Oui. Tu peux tailler ses ongles. Si par exemple il est malade, qu'il a des problèmes au niveau de ses doigts et tout, que ses mains ne peuvent plus. Mais ses ongles seront taillés. On ne peut pas se courber pour tailler les ongles des orteils. Toi, tu es son épouse, tu vas tailler ses ongles, il n'y a aucun problème. Bon, on a constaté que c'est en piétinant les ongles ou en les traversant qu'on se retrouve dans cette situation-là. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, nous sommes toujours en train de construire l'instrument qu'on appelle la méditation. Cet instrument nous permettra de mieux méditer parce que c'est en méditant dans les bonnes conditions que nous allons pouvoir nous conduire dans le chemin de la spiritualité et nous irons jusqu'à découvrir l'être intérieur qui est appelé à être divinisé pour pouvoir réintégrer la source. La source, c'est donc Dieu. Ce n'est pas le Dieu pareil à l'église ou à l'islam, je ne sais pas moi quoi, mais c'est un Dieu de retour aux sources, la source, à la source divine. Voilà. D'accord. Merci, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous suivre sur YouTube. Nous avons été ravis d'être avec vous ce soir. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.